Alors vous me direz, pourquoi on fait ça ici? Eh bien parce que on a un département de l'information et de la communication, c'est très important, la communication en sciences, on y reviendra peut-être. D'autre part, il y a un aspect qui nous intéresse toujours ici, c'est quand même le cerveau. C'est nous qui communiquons, c'est nous qui recevons des informations. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donc moi je vais faire un peu comme d'habitude Monsieur Loyal, si vous en êtes d'accord, et pour éventuellement répondre. Donc l'idée c'était de faire une introduction rapide, mais je vous préviens, cette fois-ci, la parole va surtout être à la salle. Alors on va essayer de faire le maximum de questions et de réponses, si possible des questions assez générales, ou des questions en tout cas brèves, et avec les réponses que vous voudrez. Donc, cher Mathieu, cher Olivier, merci, installez-vous et là, vous avez la parole. Je ne sais pas qui veut commencer à dire quelques mots, puis ensuite on lance le débat. Je commence, Olivier? Voilà. Oui. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord d'être là cet après-midi. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir vous parler un petit peu de cette émission que j'aime tant, qui s'appelle effectivement La Tête au Carré, qui a fêté donc ses 10 ans là, tout juste cette année, et qui sera certainement l'occasion effectivement de discuter à la fois d'information du côté de la radio, mais aussi, je crois, de communication, parce que le travail qui est fait dans cette émission repose principalement justement sur la capacité des chercheurs que nous recevons à savoir communiquer leurs recherches. Et je crois que le succès de l'émission, parce que je pense que on peut dire que l'émission fonctionne bien pour un programme de sciences, donc parfois avec des thèmes difficiles, à un horaire pas très exposé, a priori à 14h. Et malgré ça, on arrive à réunir, on l'a appris ce matin, 700 000 auditeurs tous les jours à 14h, ce qui est bien pour un rendez-vous de science. Et je pense que si l'émission fonctionne, c'est parce que justement les chercheurs que nous recevons ont ce talent de savoir communiquer. Et je pense que l'émission ne repose que sur ça. C'est-à-dire sur notre capacité de trouver les personnes qui savent vraiment parler de leur sujet, d'être à la fois capable d'en expliquer la complexité, mais surtout de le partager avec le grand public qui n'est pas scientifique du tout, parce que les auditeurs de La Tête au Carré sont en grande majorité des personnes qui n'ont rien à voir avec la science. Et je crois que si dès le départ on avait fait un programme qui ne s'adressait qu'aux scientifiques, on serait allé droit dans le mur, parce qu'on n'aurait communiqué qu'entre scientifiques, ou les scientifiques n'auraient communiqué qu'entre eux, parce que moi je ne suis pas scientifique justement. Donc c'est intéressant de pouvoir vous raconter peut-être comment effectivement se fait ce travail à la fois d'information et de communication. Donc c'est dans cette perspective peut-être qu'on va pouvoir discuter ensemble cet après-midi, et je pense qu'avec Olivier on est assez complémentaires justement sur nos travaux, nos disciplines, et Olivier connaît bien aussi ce métier puisque tu viens aussi du journalisme. Oui, merci. En effet, je suis depuis une dizaine d'années dans le monde de la communication, de la publicité, de la communication au sens large, chez Publicis. Mais j'ai passé une bonne vingtaine d'années dans le journalisme, la presse écrite. J'ai été journaliste, et puis après j'ai plutôt managé des équipes de journalistes et des journaux. En quelques mots, pour lancer les sujets peut-être, chez nous, chez Publicis, nous faisons aujourd'hui à peu près 50% de nos efforts et de nos créations en digital, en numérique. Il y a 10 ans, on a racheté notre première agence digitale, on appelait ça une agence digitale. Maintenant, une agence qui ne serait pas digitale n'aurait pas beaucoup d'avenir. Et en fait, en 10 ans, le monde de la communication, notre monde de la communication et de la publicité s'est complètement transformé. J'ai un laboratoire vivant chez moi parce que j'ai 3 fils, et on peut constater, et vous le constatez tous les jours, que la façon de communiquer de la prochaine génération est assez différente de celle que nous avions. Hier, je donnais une présentation dans une université et je posais bêtement la question de savoir combien d'élèves avaient envoyé une lettre écrite depuis 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Aucune main ne s'est levée.
Or, je pense que là, pour revenir sur le cerveau, ce qui est en train de se passer dans les formes et les façons de communiquer va sûrement transformer la façon dont nous pensons, nous réagissons. Quelques indications. Vous le savez bien, le rôle de la mémoire a évolué considérablement, puisqu'aujourd'hui, les jeunes se demandent s'ils doivent vraiment retenir quelque chose, puisqu'en un quart de seconde, ils ont une réponse à toutes les questions qu'ils se posent, puisque toute la connaissance est quasiment disponible. La connaissance qui a été publiée, écrite et disponible sur le web. Donc ça, il n'y a pas si longtemps que ça, toute la connaissance était dans nos cerveaux et était transmise de bouche à oreille, puis elle a été un peu stockée dans les livres, et aujourd'hui elle est complètement stockée sur le web. Qu'est-ce que ça veut dire sur le rôle de la mémoire demain, sur le rôle de l'éducation, et qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui, et comment l'enseigner? Est-ce qu'on doit apprendre quelque chose? Est-ce qu'on doit apprendre à apprendre? Est-ce qu'on doit... comment resituer les événements? Ça, c'est une première chose. Le rôle de la mémoire, à mon avis, qui évolue. Et je ne sais pas comment il fonctionne, donc là, on a besoin de votre aide. La deuxième chose, c'est qu'on passe d'un langage écrit à un langage vidéo, à un langage d'image animée. Beaucoup, chez les jeunes. L'essentiel maintenant de l'interaction des jeunes en matière de communication se fait essentiellement avec un téléphone, un smartphone, et la vidéo est en train de prendre le pas sur la matière écrite. Là aussi, je pense qu'il va y avoir une influence sur la façon dont on communique entre nous et sûrement sur le cerveau. Cela dit, il paraît que justement, nous, les communicants, ne nous adressons qu'à peu près 5% du cerveau, car c'est ces 5% qui régissent notre activité consciente, et que 95% de notre activité agit plutôt par du subconscient, et que cette activité subconsciente nous mène à faire des choix et des actions à tout instant. Donc là, il y a aussi un point d'interrogation sur comment essayer de toucher les gens de façon un peu différente, puisque notre rôle chez Publicis, c'est d'aider nos clients et donc des entreprises à toucher et à converser et à engager un dialogue maintenant avec les clients, avec leurs clients, les consommateurs, pour essayer de les attirer. Troisième élément, peut-être, dans ce monde de la communication qui évolue très vite, c'est la vitesse à laquelle les gens ont besoin d'être étonnés ou surpris ou titillés ou effrayés, et on rentre de plus en plus dans le monde de l'émotion. Et d'ailleurs, je pense que ça aussi, je le remarque en tant qu'ancien journaliste, a une influence sur les médias et le langage des médias. Les mots qui sont choisis pour décrire des situations, peut-être pas dans ton émission, mais dans l'information, je remarque qu'on dramatise de plus en plus et qu'on essaie toujours de mettre en avant les côtés les plus dramatiques. Dans le monde politique d'aujourd'hui, comme vous le savez, vous pouvez parler un quart d'heure et on va ressortir les 15 secondes qui paraissent les plus étonnantes ou qui vont faire le plus de bruit. Donc on rentre dans un monde de communication qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus rapide. On est bombardé de messages, bien sûr, sur le web. Je ne sais pas combien de messages les jeunes arrivent à absorber par jour. Le pouvoir d'attention se réduit. Et le pouvoir de concentration, la longueur de la concentration, à mon avis, se réduit pas mal. Vous connaissez tous le réseau social Twitter qui, lui, au départ, en tout cas, disait qu'il fallait écrire en 140 signes. 140 signes, c'est pas énorme. Et faire passer une idée en 140 signes, il faut vraiment la condenser. Et apparemment, les jeunes se débrouillent de plus en plus avec ça aussi. Voilà, enfin, on est, je crois, dans une révolution qui va très très loin. Cette révolution numérique va très très loin et transforme la manière dont nous communiquons. Je suis un peu effrayé quand même. Mais
je suis sans doute complètement désuet, mais quand je vois que tout le monde s'isole aujourd'hui, regardez les gens autour de vous dans le métro ou dans le bus ou dans la rue, il va falloir les guider bientôt, parce qu'ils ont tous le nez sur leur téléphone. C'est peut-être une création d'emploi, aider les gens qui ont toujours le nez sur le téléphone à traverser la rue. Mais en tout cas, tout ça là aussi, alors que les gens, quelquefois on entend quelqu'un parler assez fort derrière soi, on pense que, même à côté, on pense qu'il s'adresse à vous, et puis en fait non, il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Les gens ne sont plus là, ils sont ailleurs. Et puis ils écoutent, ils ont beaucoup d'écouteurs dans les oreilles. Voilà quelques indications qui montrent que ça bouge très vite, que ça a sûrement une influence sur la façon dont on utilise et on va utiliser, la nouvelle génération va utiliser, à mon avis, son cerveau, c'est les langages. Parce que la lecture d'un livre, quand même, autrefois, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, la lecture d'un livre, autrefois et encore aujourd'hui, heureusement un peu, suscitait notre imagination. Quand on lit un passage, il y a une description d'un paysage ou d'un personnage, on imagine, on est obligé d'imaginer, donc ça fait travailler notre cerveau d'une certaine façon. Quand vous prenez une vidéo comme ça que vous regardez, il n'y a plus d'imagination, on vous met cette information directement à disposition. J'ai pensé beaucoup trop de choses sûrement, mais... En tout cas, c'est vrai que la radio, c'est un des derniers espaces où on s'offre le luxe du temps. C'est-à-dire que les invités qu'on reçoit sur une antenne, comme la nôtre, ont du temps vraiment pour s'exprimer, pour exprimer leurs pensées. C'est-à-dire que moi, les invités que je reçois, ils ont en moyenne 35 minutes, 45 minutes pour parler de leur sujet. C'est un vrai luxe. C'est un luxe absolument inouï. En télévision, c'est plus possible. Il faut des séquences qui, toutes les 2 minutes 30, vous renvoient vers de nouveaux rebondissements, vers de nouveaux enjeux, vers une nouvelle dramaturgie. Et c'est vrai qu'en radio, dans le cadre d'entretiens comme ceux qu'on peut avoir tout au long de la journée, d'ailleurs sur France Inter, on a ces espaces qui permettent vraiment aux gens de pouvoir être, d'abord, pas interrompus, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en direct, il n'y a pas de montage, et de pouvoir prendre le temps de la parole, ce qui n'est pas d'ailleurs non plus... par rapport aux nouveaux médias et aux nouvelles façons de communiquer, pas du tout incompatible, parce qu'on a aussi de plus en plus affaire à de nouveaux formats qu'on utilise nous aussi pour communiquer autour de l'émission, c'est-à-dire que parallèlement au direct et à ce temps très long, on utilise aussi le web pour faire des modules beaucoup plus courts qui vont là aussi toucher peut-être un autre public, une autre génération, et qui sont aujourd'hui indispensables parce qu'on ne peut pas faire sans être aujourd'hui sur Internet, sans avoir un compte Facebook, même au nom de l'émission. Mais c'est assez intéressant, moi je trouve, parce qu'effectivement, on a affaire aujourd'hui à une nouvelle génération qui est très à l'aise avec ces outils et qui a aussi un sens de la communication qui, je trouve, est quasiment inné maintenant, parce qu'ils naissent avec ces outils-là, ils naissent avec des tablettes, ils naissent avec des caméras, des appareils photo. Et c'est intéressant d'observer à quel point la génération des scientifiques elle-même est en train de changer très très vite. On a eu affaire à une génération française, parce que je trouve que les anglo-saxons étaient beaucoup plus doués que nous sur la communication de leur travail, mais peut-être sur des chercheurs français qui en grande majorité avaient un petit peu de réticence quand même à venir discuter, ou qui avaient une certaine appréhension. En tout cas, c'était pas très naturel forcément en France de communiquer, à part quelques exceptions évidemment, des chercheurs qu'on a beaucoup vus aussi, et qui ont incarné leur discipline, qui ont été un peu les stars dans leur domaine. Mais là, aujourd'hui, c'est absolument sidérant de voir à quel point les jeunes scientifiques ont des comptes Twitter et vont vraiment au-devant du public pour leur expliquer leurs recherches. Et c'est extrêmement intéressant, parce que là, du coup, on a aussi pour l'antenne des gens de qualité qui n'ont pas peur. Moi, je vois sans arrêt défiler maintenant au micro de l'émission de jeunes chercheurs qui n'ont jamais fait d'antenne et qui arrivent pour la première fois à France Inter. Enfin, je sais pas, moi je serais à leur place, je serais terrifié. Et ils arrivent à tenir le micro pendant une demi-heure pour nous raconter le sujet de leur recherche, ce qu'ils font dans leur laboratoire. Et c'est absolument fascinant et passionnant. Donc on vit une période de transition là vraiment très intéressante, parce qu'on est à la fois sur cette ancienne génération qu'on incarne. Surtout moi. Oui, ben moi aussi un petit peu quand même, parce que ces outils n'existaient pas. Enfin, c'est quand même sidérant de se rappeler qu'il y a 10 ans, les iPhones n'existaient pas, les smartphones n'existaient pas, que naissait Facebook, à peine, d'ailleurs. Facebook, Twitter naissaient.
tout comme YouTube. Enfin voilà, tout ça, ça date d'il y a 10 ans. Donc cette révolution, on est en train de la vivre. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de grimper dans cette nouvelle façon de communiquer, parce que je la trouve très dynamisante. Et par rapport à une émission comme la mienne qui a 10 ans, donc qui correspond aussi à un moment où il faut se poser des questions, savoir est-ce qu'on continue comme ça, sur le même format, toujours, recevoir des gens, parler, voilà, et puis dans 15 ans on fera toujours la même chose, ou est-ce qu'au contraire il faut plonger dans cette nouvelle façon de communiquer, avec cette nouvelle génération, qui distille, moi je trouve, un dynamisme, un enthousiasme, une curiosité hyper intéressante, et qui nous secoue aussi, et qui apporte énormément, qui s'adresse à d'autres gens. Et je crois qu'on a la chance de vivre justement ce passage très particulier. Et c'est très intéressant, parce que notre thème, c'est l'information, la communication aujourd'hui, ce qui se passe dans notre cerveau. Alors ça, Yves, tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais je trouve très intéressant de voir, parce qu'on peut s'inquiéter, on peut se dire, voilà, oui, effectivement, on voit tout le monde le nez dans son smartphone, on a l'impression qu'on ne communique plus entre nous, que nous devenons des êtres robotisés, qui ne partageons plus rien. Moi, j'ai pas cette vision-là. Je pense qu'on a quand même cette capacité de pouvoir à la fois traiter énormément d'informations à la fois, de façon très différente, peut-être plus parcellaire effectivement, peut-être que les formats sont beaucoup réduits, mais je pense que cette nouvelle génération elle se nourrit aussi autrement et qu'elle est très curieuse. Voilà, donc je crois qu'on a des choses à faire tous ensemble, hein, et qu'il faut être observateur et intéressé par ce qu'on vit. Mais un point qui est très important et qui est plutôt bénéfique a priori, comme toute nouvelle approche ou nouvelle technologie, il y a toujours du bon et du moins bon. Il faut bien se rendre compte, j'étais dans la presse écrite traditionnelle, que je titille les journalistes qui sont en général assez indépendants d'esprit. Un journaliste, quand il a une rubrique, par exemple, dans un journal, il défend sa rubrique, c'est un vrai précaré, et il la défend très fortement, et il ne faut pas que les autres journalistes aillent toucher à sa rubrique. Et je leur dis, pourquoi vous êtes regroupés en rédaction? En fait, alors ils sont un peu étonnés de ma question, parce qu'aujourd'hui, on peut être journaliste sans avoir une carte de presse et avoir des millions de followers, de suiveurs ou d'amis et ça ne coûte rien. Le vieux modèle des médias, qui existe encore aujourd'hui mais qui souffre, comme vous le savez, c'est qu'il fallait quelqu'un qui avait de l'argent et un certain capital pour faire un journal, l'imprimer, le distribuer, ou monter une télévision ou créer une radio. Il y a eu des radios libres qui ne coûtaient pas trop cher, elles étaient dans des petits... une vraie radio qui devait avoir une grande diffusion. Donc ça coûtait de l'argent. Donc les rédactions et les journalistes étaient obligés de se mettre à côté de quelqu'un qui avait l'argent pour lancer un journal. Aujourd'hui, c'est ça qui a complètement changé, c'est qu'effectivement, quelqu'un d'astucieux, quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire, ou qui est drôle, des jeunes peuvent monter leur propre petite chaîne sur YouTube et devenir célèbres assez rapidement. Donc on est dans un univers complètement différent, qui a du bon, puisque un artiste peut se lancer quasiment tout seul sans être obligé de passer par Warner Music, si c'est un musicien. Et donc, on peut s'exprimer beaucoup plus. À l'inverse, on a tout et n'importe quoi. Hein, il y a le débat aujourd'hui des fake news, hein, ces informations fausses, qui sont volontairement diffusées comme étant fausses, et qui ont beaucoup perturbé les élections présidentielles aux États-Unis. Il y a eu... Et il y a des organisations qui sont très fortes pour diffuser ces informations fausses. Et comme aujourd'hui on est bombardé d'informations, on n'a pas toujours le temps d'essayer de vérifier si cette information est vraie ou pas. Il paraît qu'en ce moment en France, il y en a un peu aussi qui circulent, des gens qui s'organisent pour diffuser des informations fausses. Parce qu'il faut bien reconnaître au moins une valeur à la forme traditionnelle du journalisme. Il y avait une équipe dont le travail était de sélectionner les informations, de les vérifier, de les enrichir. Il y avait, alors on peut déplorer ça, mais il y avait des gens qui étaient un peu chargés de s'assurer que l'information était crédible et était intéressante. Aujourd'hui, c'est ouvert, c'est complètement ouvert, et tout est possible.
C'est un vrai changement. On n'a plus besoin d'argent pour diffuser de l'information, ce qui était un changement absolument fondamental. Puisqu'on avait dit que ce serait un débat, j'allais poser des questions pour lancer le débat. Je voulais te demander, Mathieu, puisque vous avez parlé de l'image qui prend le pas sur l'oreille, l'écrit, bien souvent, pourquoi est-ce que tu utilises la radio? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça à la télévision? Parce qu'à la télévision, on a à la fois l'oreille, mais on a aussi la vision. Est-ce que tu amplifierais ton auditoire? Moi, je pense que la télévision doit avoir très peur de la science. Parce que ça fait un certain nombre d'années que je discute avec les chaînes pour adapter la tête au carré à la télévision. Et on voit bien aujourd'hui, il n'y a pas de magazine scientifique à la télé, ça n'existe pas. Il y a du documentaire scientifique, certes, mais le magazine où on aurait des scientifiques qui discuteraient comme je le fais à l'antenne, ça fait très très peur aux chaînes de télévision, alors que bizarrement ça peut fonctionner dans certains pays anglo-saxons qui mettent d'ailleurs des émissions de télé à des heures de grande écoute. Moi je pense que, on le sait bien tous ici, la qualité de relation avec la radio, elle est très particulière. Enfin, le lien qu'on peut avoir avec la voix, il est extraordinaire, parce qu'une voix, c'est tout de suite, et les propos qu'on peut tenir, ce sont des images en soi. Ce sont ces voix que nous écoutons, et qui suscitent des imaginaires, justement. Et c'est cette simplicité, à mon avis, de l'écoute et de la voix, qui fait que la radio reste quand même un média très massivement écouté le matin en particulier, et que je crois qu'on accepte de passer un temps d'écoute parce qu'on n'est que en relation avec la voix, et que l'image, elle vous accapare, et justement, elle vous accapare certainement d'autres zones du cerveau, alors que la voix, je pense qu'il y a un lien direct entre l'émetteur, l'animateur, l'invité, le studio, et le récepteur qui est l'auditeur. Donc ce lien-là, il est très simple en fait. C'est vrai, mais cela dit, je crois que de plus en plus tous les médias deviennent multimédia sur le web. Et d'ailleurs, c'est très récent, et tu le sais évidemment, mais France Info vous dit à chaque bulletin, et nous sommes disponibles sur le canal 27 de la télévision, donc les mêmes personnes qui font la radio sont filmées et on peut les voir à la télévision. Ça, de temps en temps, je le fais juste pour voir à quoi ressemble un des invités. Ça n'ajoute pas forcément grand-chose en termes de contenu. C'est vrai qu'on nous a souvent dit, quand les gens nous rencontraient pour la première fois, vous avez cette tête-là, vous n'avez pas le physique de votre voix. Voilà, donc ça arrivait souvent. Maintenant, avec Internet, évidemment, on le voit tout le temps, parce qu'effectivement, les émissions sont filmées pour la plupart. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez les chroniques le matin dans la matinale, quasiment toute la matinale est filmée et découpée en tranches pour Internet. Et vous avez les chroniques chez Patrick Cohen, par exemple, qui sont regardées, et c'est des millions de vues. C'est-à-dire que vous avez une chronique de Charline Vanhoenacker qui peut, le matin, faire 1 million de vues sur Internet, parce que les gens la regardent en direct, en plus. Parce que maintenant, il suffit de prendre son smartphone, et vous avez la radio filmée en direct. Donc ça chamboule complètement la donne. Et c'est vrai qu'on est complètement multimédia aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de l'éditorial, la radio c'est de l'éditorial aussi, parce qu'on écrit les chroniques, on peut faire un papier pour mettre simplement une image, et c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs dans les émissions maintenant, c'est d'éditorialiser vraiment nos contenus. Donc il faut une photo, un bon titre, accrocheur évidemment, parce que si le titre n'est pas accrocheur, le lecteur n'ira pas plus loin, et puis vous avez un article de journal, finalement. Mais je crois que ce qui fait la qualité de ton émission, c'est ce qui devient un peu plus rare, c'est le format et l'écoute. Et le temps que les gens peuvent prendre à s'exprimer. On sait très bien, il y a des tas de débats qui sont organisés d'ailleurs, soit à la radio, soit à la télévision, où les gens ne s'écoutent même pas. Je ne parle pas des débats qui ont été organisés récemment pour les élections. Je parle des débats et où c'est une cacophonie. Et alors à la radio, c'est insupportable là, quand les gens parlent tous ensemble. Et il reste finalement peu d'émissions où les gens s'écoutent vraiment, se répondent, attendent que quelqu'un ait fini sa phrase. Et ça, je trouve, c'est un luxe, c'est une grande qualité quand ça arrive. Et je pense que c'est ce que tu disais dans ton émission, c'est comme ça que ça se passe. Mais Yves, je pense que l'image accapare d'autres zones de notre cerveau, non? Oui, mais je pensais que l'image brouillait. Oui. Parce que si on a un canal, on se concentre sur ce canal auditif.
si on a des images en plus, moi j'en donne un exemple avec un certain nombre de chercheurs qui sont là, quand ils doivent faire des exposés dans les congrès, un des risques, c'est d'avoir des grandes images, maintenant comme on fait, avec des tas d'images, etc. Quelqu'un parle et les gens ne savent plus s'ils doivent regarder les images ou s'ils doivent écouter. Ça brouille le message. Le secret, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on dit, en réalité, et sous forme d'image, on peut suivre, mais qu'il n'y ait pas qu'il y ait une bonne coïncidence entre ce qu'on dit et l'image. Mais je pense que c'est pour ça que la radio est si puissante. Je pense aussi, d'ailleurs, la radio est sur le web, on appelle ça des podcasts, je ne sais pas quel est le terme français pour podcast. Téléchargement. Ouais, bon. J'ai jamais vu les clips. Mais pour les présentations, et je reviens au phénomène de l'attention et de la concentration et de ce que les gens peuvent recevoir et retenir. Moi, j'ai un truc très simple que j'applique depuis assez longtemps et qui marche très bien. Je réfléchis avant de préparer une présentation aux 2 ou peut-être 3 idées avec lesquelles je veux que les gens repartent. 2 ou 3 idées. C'est déjà super s'ils repartent avec 3 idées que j'ai voulu faire passer. On fera un audit à la fin. et en fait, je bâtis la présentation de façon à faire passer ces idées, ces 3 idées, de façon différente, avec des angles différents, et de façon à ce que, finalement, à la fin, voilà, il y a au moins 3 idées importantes. Et souvent, dans les présentations, et ça c'est un problème de communication aussi, on veut tout dire, parce qu'on sait plein de choses, et ça devient très difficile pour l'audience et l'auditoire. Et cela dit, je pense qu'en science, l'image a un rôle pédagogique très important aussi. C'est-à-dire qu'une bonne image, elle est essentielle pour expliquer la science. Et c'est pour ça que quand on n'a pas le support de l'image, il faut vraiment avoir des orateurs et des scientifiques qui soient de très bons communicants. Parce qu'il faut nous donner à voir quelque chose qui, dans les mots parfois, est peu accessible. Il est obligé de simplifier. C'est le problème je trouve, de la communication scientifique et de la vulgarisation. Le mot n'est pas bon, mais la force, c'est d'être clair et de simplifier. Ouais. C'est-à-dire dire des choses que les gens peuvent comprendre, mais qui ne sont pas fausses. Ouais. Le risque, c'est la falsification. C'est vrai. Dans la peu près. Mais je peux dire un petit mot sur l'attention, puisque vous en avez parlé. Dans le domaine du cérébral, on distingue 2 types d'attention, qui est assez bien connu pour la vision. C'est-à-dire vous avez une attention centrale qui est sélective. Par exemple, je regarde cette bouteille, mais je vois Mathieu et je vois Olivier sur les côtés. Et vous avez une attention périphérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, l'attention sélective, on se concentre dessus, on sait à peu près les régions cérébrales qui sont impliquées là-dedans, mais dans l'attention périphérique, c'est pas tout à fait la même chose. L'attention sélective est lente, l'attention périphérique est extrêmement rapide, c'est-à-dire que c'est le coup de la gazelle et du jaguar, ou pas du jaguar, du léopard, parce que les jaguars c'est dans un autre pays que les gazelles. Donc vous avez, moi j'avais vu cette scène en Afrique du Sud, où on voyait des gazelles qui broutaient tranquillement. Moi je savais qu'il y avait à 15 mètres un léopard qui était là, qui était planqué comme ça, qui ne bougeait pas, parce qu'il savait très bien que s'il sautait, la gazelle partirait plus vite, et puis lui s'épuise, il ne peut pas. Et la gazelle, elle surveille. Elle broute, elle se concentre sur son truc, mais elle sait qu'il a... La gazelle, c'est Mathieu, là. Je me concentre là, mais je le vois. Et si jamais il faisait un geste déplacé, à ce moment-là, on peut partir. Et je pense que c'est la même chose pour l'oreille. Vous concentrez sur un morceau de musique, ou alors vous écoutez la musique comme ça. Mais une fois encore, je pense que tout est complémentaire et que la science à la télévision, c'est formidable, parce qu'on voit des choses extraordinaires aussi. Enfin, moi, j'ai fait des documentaires pour France 2, où j'avais la chance d'aller sur le terrain, voir comment travaillent les scientifiques, et de voir enfin les choses dont on me parlait en studio, sans que j'ai pu vraiment réaliser de quoi on discutait. Aller, par exemple, dans l'accélérateur de particules du LHC, à 100 mètres sous terre, pour parler des particules qui sont transportées dans l'espace, c'est une expérience inouïe, quoi. Parce qu'on voit cette cathédrale qui sert à la science, c'est gigantesque. Enfin, je veux dire, cet anneau qui fait 27 km
de circonférence sous la frontière franco-suisse. Donc il faut aller à 100 mètres sous terre, et vous arrivez là-dedans, vous êtes dans une cathédrale. 100 mètres de haut, c'est absolument gigantesque, et vous avez 4 expériences qui sont toutes construites sur le même principe, et c'est grâce à ces gigantesques appareils que vous avez réussi à trouver le boson de Higgs, qui évidemment ne se voit pas à l'œil nu. Donc ça, c'est absolument fascinant, parce qu'on est dans des échelles qui sont vertigineuses, et je trouve que ça, le voir et donner à le voir à la télévision, c'est extraordinaire. Donc l'image, elle est très très importante. Les images qu'on a de l'univers, par exemple, que le satellite Planck nous a envoyé du fond diffus cosmologique, enfin les dernières images, elles sont stupéfiantes, toutes celles qu'on reçoit de l'espace sans arrêt, des planètes, des comètes, enfin bon, c'est formidable de pouvoir le voir. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une émission là-dessus, on invite les auditeurs à regarder les images que nous-mêmes on a postées sur la page Facebook de l'émission, parce que voilà, c'est complémentaire. Donc voilà, tout ça maintenant est très, très changeant et protéiforme. Et voilà, et multimédia, effectivement. Mais c'est vrai que la tendance va vers l'image animée et le son, hein, la vidéo en général, et que la lecture deviendra un peu moins fréquente. Mais pour revenir au point de communication, puisque j'ai attrapé une émission à laquelle vous avez participé il n'y a pas longtemps, je crois, qui est organisée par d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, The Conversation, on va dire La Conversation, qui est un blog qui allie, disent-ils, la crédibilité du chercheur avec le flair du journalisme. Et je trouve que c'est assez bien vu, et ce qu'ils font est de grande qualité. J'ai retenu plusieurs choses. J'ai retenu qu'il y avait un demi-milliard, je vais dire des bêtises là, de connexions dans un millimètre cube du cerveau. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Bon, c'est bon. Communique bien. Un demi-milliard de connexions dans un millimètre cube du cerveau. Sachant que le cerveau fait 3 livres, Oui. ça fait combien de communications? Ah ben, il faut le volume, pas le poids. Hein. Parce que là, moi, il faut que j'ai la densité alors de... Bon, bref. Je suis scientifique de formation, mais là, je suis dépassé. L'autre chose que j'ai retenue, c'était que les neurones ne se renouvellent pas, contrairement aux autres cellules du corps qui, heureusement, se renouvellent quand on se coupe les doigts. C'était déjà deux informations. Heureusement, on crée de nouveaux neurones. Hein. Il y a une petite région dans le cerveau où il y a de nouveaux neurones qui apparaissent, mais en petit nombre par rapport à la masse des cellules. C'est un espoir. L'idée, c'est de faire repousser ces neurones. Les uns sont dans la partie ici à l'intérieur des tempes, dans ce qu'on appelle l'hippocampe, et les autres sont au milieu du cerveau, le long des ventricules. Chez certains animaux, ça joue un rôle assez important apparemment. Chez l'homme, ça reste encore un peu hypothétique. Mais l'idée, c'est quand même de profiter de ces neurones, parce que quand ils naissent, une fois qu'ils naissent dans l'hippocampe, ils migrent, ils se déplacent. Donc, ils se déplacent toujours aux mêmes endroits. Mais on pourrait imaginer les faire déplacer dans d'autres endroits. Donc, si on a une blessure dans le cerveau quelque part, on pourrait faire en sorte que ces neurones, au lieu d'aller tranquillement place de la Concorde près de chez eux, on les emmène à Agnières ou à Saint-Denis. Et si j'ai bien compris, en très bas âge, ce qui est formidable, c'est que les connexions se font entre les neurones, et que donc les formes de communication et d'apprentissage ne sont pas neutres, j'imagine, pour la formation, en tout cas du réseau des connexions du cerveau. C'est en ça que je pense que les nouvelles formes de communication peuvent avoir une influence assez... Et ça pose une question de l'éducation et de la communication, donc de l'éducation pour des bébés, pour des petits-enfants, pour des adolescents, pour des adultes ou des gens qui ont dépassé un certain âge. Et probablement complètement différent. Il faut se rappeler que le poids du cerveau à la naissance, c'est 300 grammes, et à la fin, ça fait 1350 grammes chez l'homme, 1300 chez la femme. Donc c'est 4 fois plus ou 5 fois plus. Et tout ça, ça grandit entre la naissance et l'âge adulte, quoi, 18 ans, jusqu'à 18 ans. Et après 18 ans, ça continue à bouger. Les neurones restent en place, mais les collatérales de ces neurones, les terminaisons, les axones,
qui se distribuent ici et là peuvent être remaniés en fonction des apprentissages. Ça, c'est clair. Donc, Et c'est réjouissant. c'est réjouissant. Parce que c'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, Ouais. on a quand même, malgré tout, cette capacité d'apprentissage. Oui, alors la question, c'est celle de l'oubli. Parce que souvent, une information rentre là, et elle ressort, et on le verra à la fin quand on va interroger tout le monde. Mais c'est l'idée de la répétition dans l'éducation. Et ça, c'est important. C'est apprendre, ça doit être surappris pour que ça reste. Ouais. Que ça soit appris. Et encore, parce que je vous en ai parlé déjà, Yves, un de mes grands regrets, finalement, c'est que tous les jours, j'ai affaire aux plus grands scientifiques qui soient dans tous les domaines. Et mon grand regret, c'est bien, mais si j'avais la chance de retenir tout ce que me racontent mes invités tous les jours, mais on pourrait me donner un prix Nobel à la fin de l'année. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et mon cerveau, d'une journée à l'autre, en fait, oublie quasiment, je sais pas, 90% de ce qu'on m'a raconté la veille. Et je peux même vous dire que je ne sais même plus de quoi j'ai parlé hier. Je ne sais même plus là quel était le thème de mon émission d'hier. C'est-à-dire une émission en chasse une autre. Parce qu'en fait, on a traité énormément d'informations. Et j'imagine que notre cerveau, je ne sais pas si c'est une capacité de survie du cerveau, mais il a besoin aussi de stocker peut-être ce qu'il apprend. Ou... Si on n'oubliait pas, on deviendrait fou. Si on pouvait tout emmagasiner. Il paraît qu'on retient que les bonnes choses, donc c'est bien. Mais, En politique... mais vous parliez de la concentration ou de la vision centrale, c'est ça, et périphérique. Donc vous avez retenu la marque de la bouteille, là. C'était là. Vous avez regardé. Ah, non, c'était dans la vision périphérique. Je vais répondre. Non, mais c'est une très bonne question. La question, c'est que j'étais concentré sur la notion de bouteille, pas sur la... Vous m'avez bien eu, là, je vais vous avoir. Mais bon, c'était pour détendre l'atmosphère. Non, mais ce que vous avez dit sur l'attention et la concentration, moi j'aimerais avoir votre avis sur la mémoire, parce que comment se fait-il que on a une mémoire qui peut être très courte, c'est-à-dire on a besoin de retenir un numéro, on sait qu'on ne va pas l'utiliser au-delà des 5 minutes, évidemment, on l'oublie. Quelquefois, on se souvient de trucs qui sont déclenchés, on ne sait pas comment, qui se sont passés il y a 15 ans, ou il y a 50 ans, suivant les cas, ou plus même. Et puis, bon, il y a le fonctionnement de cette mémoire. Moi, je me souviens que quand j'étudiais, j'écrivais beaucoup, et que tout ce que j'écrivais, je le retenais très bien. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, les gens, j'ai une mémoire des visages absolument fantastique, mais pas des noms. Et je peux voir quelqu'un dans le métro et me dire je connais cette tête et ça va m'obséder pendant... Et je réalise que c'était un serveur dans un bar que j'avais... Bon. Vous êtes unique? Non, je crois pas. Tout le monde. Mais tout le monde a une mémoire des visages plus forte qu'une mémoire des noms. La mémoire visuelle Est très forte. Nos capacités visuelles sont absolument considérables par rapport au reste. Si vous présentez, par exemple, les portraits de Mitterrand, de Chirac, de Pompidou et Giscard d'Estaing, vous le présentez pendant un dixième de seconde, les gens le reconnaissent tout de suite. C'est fou quand même. Vous passez une photographie avec le visage de quelqu'un de connu, pendant un président de la République que tout le monde a vu, vous le reconnaissez en moins de 2 dixièmes de seconde. Un 125e de seconde. Il y avait une affaire d'ailleurs avec l'image subliminale de François Mitterrand. Vous vous souvenez de ça? Il y avait, pendant le journal télévisé, oui, je crois que c'était pendant les élections d'ailleurs, dans le logo de Antenne 2 à l'époque, était passé, donc de façon subliminale, l'image de François Mitterrand. Et ça avait été un scandale à l'époque, parce que c'était une façon d'influencer inconsciemment peut-être les auditeurs, enfin les téléspectateurs. Alors c'est une spécialité d'ici, il y a plusieurs équipes, dont celle de Lionel Nakache en particulier, qui travaillent sur ces mémoires subliminales. C'est ce qu'on disait de la propagande ou les pubs dans la publicité. Vous n'utilisez pas ça dans les publicités? Jamais.
En tout cas, je ne sais pas. Honnêtement. Il y a beaucoup de sujets dans la pub. Enfin, quand on regarde sur Internet, effectivement, des affaires d'images subliminales avec de la pub, il y en a énormément. Bon, les maisons sérieuses... Parce qu'on sait que ça existe. Mais sûrement, et puis peut-être que des gens arrivent à le faire sans qu'on s'en rende compte non plus. Enfin, il peut y avoir des trolls. Mais il y a peut-être des questions dans la salle. Vous avez évoqué un autre sujet, c'était la partie du cerveau qui est consciente et inconsciente. 95%, 5%. C'est pas tout à fait ça. Premièrement, le cerveau qui consomme, je rappelle, 20% de l'énergie du corps. 20%, c'est un cinquième. Alors que ça ne représente que moins de 3 livres pour un homme de 70 kilos. C'est une consommation d'énergie formidable et qui est permanente, jour et nuit, tout le temps. Donc le cerveau fonctionne en permanence, premièrement. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes tous dans un comportement subconscient dont nous n'avons pas conscience, qu'on peut se rappeler mais dont on n'a pas conscience, et que c'est assez rare qu'on puisse avoir un comportement vraiment conscient, sorti de cette subconscience. Je suis en état de subconscience simplement parce que je marche, par les paroles que je sors. Par exemple, j'essaie de dire des choses qui ont un sens, effectivement, mais mes paroles sortent de manière automatique. Je ne dis pas A-U-T-O-M-A-T-I-Q-E. Automatique, ça sort comme ça. Et toutes les phrases sortent comme ça. Donc nous sommes en permanence dans un comportement subconscient. La nuance qui est bien étudiée ici, notamment par mon groupe dans le temps, c'est que tout ce qui est conscient, c'est plutôt là, c'est à la surface du cerveau, et tout ce qui est subconscient, c'est à l'intérieur du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie qui est à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris centraux, petits noyaux, chez nous, sont énormes chez les animaux. Les animaux, par exemple les reptiles ou les oiseaux, ont très peu de cortex cérébral à la surface. En revanche, ils ont ces structures profondes sont énormes. Et quand on regarde un reptile dans les airs, ou quand on voit les oiseaux qui volent, qui tiennent sur une branche, etc., tout ça, cette force-là, on est incapable d'avoir des qualités subconscientes comme ça, des comportements automatiques comme ça, mais c'est ces structures qui gèrent. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans les neurosciences et qui est aussi très étudié ici. On peut passer aux questions. Vous posez des questions brèves, de façon qu'on ait le maximum, ça va ? À toi. Oui, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien réfléchir à comment formuler ma question, mais à vous entendre et quand on voit en fait le zapping que l'on fait de toutes ces connaissances qu'on pourrait stocker et qu'on n'est pas sûr de stocker, je me demande s'il ne faudrait pas qu'il y ait une mise en place, ou peut-être que ça existe, Yves le sait peut-être, une mise en place d'un observatoire pour savoir finalement quelle est la connaissance qui finit par rester, ou au contraire, si vous n'êtes pas en train de fabriquer des idiots qui auront appris beaucoup de choses, mais qui les auront complètement oubliés. Et je crois qu'on est à un tournant qui me paraît très important, mais je ne voudrais pas que ça serve à rien, en fait. C'est ça ma question. Je ne sais pas si c'est plutôt... J'espère qu'on ne fabrique pas des idiots. J'espère qu'au contraire... Non, mais des idiots qui savent beaucoup de choses, mais qui ne savent pas les utiliser, en fait. Oui, mais ça, c'est pas lié qu'à la radio. Enfin, je veux dire, de toute chose, d'une œuvre d'art, d'une peinture, d'un livre qu'on va lire, qu'est-ce qui va en rester? Et puis, je crois que ça dépend beaucoup de l'expérience de chacun. C'est-à-dire qu'on va être marqué par certains propos parce qu'ils font écho aussi à notre histoire ou à nos centres d'intérêt. Et au fond, je crois qu'il y a des thèmes d'émission qui intéressent certains auditeurs, qui en fatiguent d'autres parce que chacun écoute les sujets qui lui plaît. Mais moi, je pense qu'une parole d'un scientifique, on en retient d'abord toujours quelque chose. Et puis parfois, on s'aperçoit très longtemps après qu'on a retenu quelque chose aussi. Moi, je m'en rends compte, en fait, quand je discute comme ça, à l'occasion de rencontres avec le public, il me revient des propos d'il y a très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, ces choses-là sont restées inscrites dans ma mémoire, je les ai totalement oubliées. Et pourtant, il suffit qu'une personne évoque quelque chose en rapport avec cette information-là pour que je la récupère et que, voilà, j'en fasse aussi quelque chose.
Donc je crois que dans les méandres de notre cerveau, ces informations existent, mûrissent, se reposent, renaissent. Je pense que cette plasticité, elle est valable pour toute chose. Alors, ça serait très intéressant de voir ce qu'on retient, pourquoi. Je pense que c'est très subjectif, lié à chacun d'entre nous, mais on apprend toujours quelque chose quand même. On apprend aussi des faits, c'est vrai, mais on apprend les liens entre ces faits, on apprend des raisonnements, on apprend des stratégies, ce qui permet de relier les faits entre eux. Éventuellement, c'est plus important que d'apprendre à apprendre quand on fait de l'éducation. Et apprendre à apprendre, au fond, c'est pas d'essayer de convaincre les enfants en leur donnant uniquement des faits, d'apprendre par cœur, mais c'est aussi de leur apprendre à raisonner. Donc peut-être que... Oui, moi je pense que c'est ça la question, c'est la question de l'éducation que vous posez en fait. Parce que nous, les médias, les communicants, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas nous qui enseignons, c'est pas nous qui essayons de... Enfin, on communique comme on peut, mais... Et je crois, pour moi, la plus grande révolution qui arrive, c'est celle de l'éducation. Je ne sais pas si vous connaissez la Khan Academy, c'est quelqu'un qui au départ a fait, pour expliquer un problème d'algèbre, une petite vidéo pour son neveu, et aujourd'hui c'est devenu... Un Indien, hein, c'est ça? Oui, c'est un Indien. Et aujourd'hui c'est devenu... il y a tout le curriculum, depuis la primaire jusque très loin. Tout ça est disponible gratuitement, et très bien fait. Et en fait, on peut se demander s'il faudra continuer à rassembler des élèves, 30 élèves dans une classe tous les jours, ou est-ce qu'il faudra les voir le lundi, leur expliquer ce qu'il faut apprendre cette semaine, comment il faut l'apprendre, leur donner des lectures. Il y a déjà des différences colossales, vous le savez, entre l'université française et l'université plutôt britannique, par exemple. Enfin, moi, j'ai des fils qui ont été dans les universités anglaises. Ils étaient un peu perdus au début parce qu'on leur laisse une grande initiative sur beaucoup plus qu'en France. Mais je pense en tout cas. Puis on peut se tester tout seul, comme ça personne ne voit ce qu'on peut se tester online, tout seul. Et le système peut vous dire il y a telle partie du chapitre que vous avez visiblement pas bien compris, qu'il faut le revoir. Voici d'ailleurs 1 ou 2 exercices, etc. Ce qui m'amène d'ailleurs à, quand on parle du cerveau, est-ce qu'on va vers une bataille entre le cerveau et ce qu'on appelle aujourd'hui les machines apprenantes, les learning machines à base d'intelligence artificielle? On ne se rend pas compte. Il y a une vague qui est en train de monter en ce moment dans tous les domaines d'utilisation des algorithmes à base d'intelligence artificielle et de ces machines qui sont capables d'apprendre. Et en fait, ça vient de... Il y a une étude qui avait été faite sur des pilotes, je crois, pour essayer de comprendre pourquoi les pilotes pouvaient être des pilotes de chasse, d'ailleurs, c'était des pilotes de combat. Il y en avait qui étaient nettement meilleurs que d'autres. Ils ont étudié les processus d'apprentissage. Ils ont vu que ça passait par 4 phases. Et le seul problème, c'est que nous, quand on fait ça, on le fait à notre rythme, au rythme de notre cerveau et de notre vie, que la machine peut le faire 1000 fois plus vite. Et qu'elle acquiert les données aussi 1000 fois plus vite. Et ça, c'est pour moi un phénomène qui arrive, là, ça y est, j'en ai vu plusieurs exemples impressionnants, et qui peut remettre en cause beaucoup d'emplois, par exemple. C'est-à-dire que ces emplois, je dirais, à valeur ajoutée moyenne ou faible, qui consiste par exemple à manipuler des chiffres, une machine peut le faire beaucoup mieux et sans se tromper. D'ailleurs, on ne pourrait pas envoyer un homme sur la Lune si on n'avait pas des ordinateurs, mais c'est parce qu'on a besoin de traiter beaucoup de données très vite, et là, il n'y a que les algorithmes qui, malheureusement ou heureusement, ils nous permettent de faire des choses fantastiques aussi. Mais dans les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent, il faut recommander aux jeunes d'aller vers des métiers où il y a une vraie valeur ajoutée. Question. Passe-moi Dans des questions brèves et des réponses rapides, je le fais après. Je reviens sur la question de l'éducation.
on a évoqué ça un petit peu, on a en France de très bonnes émissions radiophoniques, la meilleure étant La Tête au carré, comme chacun sait. Il y a quelques émissions télé, pas grand-chose, Archimède a disparu. Il y a très peu d'impact de la science dans les médias écrits, autres que la presse scientifique. Un exemple très clair, quand le CNRS fait des communiqués de presse, il n'y a aucun impact dans la presse générale. Donc ma question c'est, pourquoi la France est si timide au point de vue science par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre et la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est une question de mauvaise éducation ou non? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'éducation à la science, ça c'est sûr, et surtout aussi un problème de la part de nos dirigeants, qui sont pour la plupart très loin de la science, qui n'accordent que très peu d'importance à la chose scientifique, et dont le niveau de connaissance scientifique est plus que désespérant, enfin quand même. Donc si déjà de la part de nos élites, de nos dirigeants, on a ce peu d'intérêt, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'au sein des rédactions, on accorde peu de place à la science. C'est absolument désespérant. Il faut quand même discuter avec des confrères de la presse écrite pour les entendre raconter des conférences de rédaction où les sujets scientifiques, si vous n'avez pas Philae qui va atterrir sur la comète Chury ou le dernier événement en matière de découverte sur le cerveau par exemple, ça va intéresser absolument personne. Donc il faut se battre, et c'est vrai que la place elle est de plus en plus réduite. Les journalistes scientifiques, Sylvestre Huet par exemple, des plus à Libération, maintenant il écrit sur un blog, parce que les pages se réduisent comme peau de chagrin, donc c'est assez désespérant. Moi je pense qu'il y a une question de culture, et surtout de préjugés vis-à-vis de la science qui sont absolument catastrophiques. C'est-à-dire qu'on part du principe que la science est ennuyeuse, or je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut partir de ce principe-là alors que tout démontre le contraire et que le public est très intéressé, avide et consommateur de science. Enfin, il suffit de voir le succès justement des expositions, des conférences scientifiques qui font le plein partout, des livres qui se vendent quand même très très bien. Et malgré ça, on reste toujours sur l'idée que la science est chiante et que les scientifiques sont des messieurs et des femmes en plus grises, et qu'on va s'ennuyer, alors que c'est exactement le contraire qu'on voit en permanence. Je ne comprends pas ce malentendu, en fait. Donc j'ai pas vraiment la réponse à votre question, mais je suis très sidéré de voir que les choses sont comme ça. Jean? Je voulais juste apporter un truc. C'est un vrai paradoxe, puisque vous le savez, le système éducatif français est quand même un filtre qui s'appelle les mathématiques. Si on est bon en mathématiques, en gros, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on est moins bon, les portes commencent à se fermer. Et moi, je suis devenu ingénieur parce que je me débrouillais à peu près en mathématiques, donc j'ai fait maths sup, maths spé, des trucs comme ça, mais sans avoir vraiment une vocation. Et en fait, il y avait quelqu'un à l'époque, vous allez voir que ça date, qui s'appelait François de Closet, et qui était, je trouvais, très bon, et qui m'a donné l'envie de faire du journalisme. C'est lui. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je veux faire du journalisme. Et il m'a dit, attention, coupez pas les ponts. Mais le paradoxe, c'est que donc, en fait, on a de très bons scientifiques en France. Et l'éducation, alors, elle est très sélective, mais on a des très bons scientifiques. Mais on ne leur apprend pas beaucoup à communiquer. On ne leur apprend pas beaucoup à communiquer. Or, les gens qui vous donnent le goût de la science sont des gens que tu connais parfaitement, quelques-uns qui sont des éminents spécialistes et qui savent nous faire partager leur passion, et qui, enfin bon, des gens comme Reeves et d'autres, voilà, il en faudrait beaucoup comme ça, mais on n'a pas beaucoup formé nos scientifiques à communiquer leur passion. Et puis il y a une certaine réticence aussi, je le disais un petit peu tout à l'heure, de la part de certains scientifiques qui considèrent que le travail de vulgarisation ne fait pas partie de leur mission. Or, dans le domaine public en particulier, moi je pense que les scientifiques ont un devoir d'expliquer ce qu'ils font. Après tout, c'est nous qui payons aussi, qui contribuons à ce que les budgets de la recherche existent. Donc il y a une petite part collaborative de la part du scientifique qui se devrait d'aller quand même communiquer. Certains ne le souhaitent pas parce qu'ils sont peut-être pas à l'aise aussi avec l'outil, parce qu'on n'apprend pas. Alors je sais qu'au sein du CNRS, par exemple, ils ont des formations aujourd'hui pour des scientifiques auxquelles je participe à certaines. C'est des scientifiques qui sont là pendant 2 ou 3 jours et on leur apprend à communiquer un petit peu, savoir qu'est-ce qui va intéresser le public, comment expliquer les choses les plus complexes. Et vraiment, à la lumière de ce qu'on fait nous dans l'émission, je peux vous dire que les sujets les plus complexes, les plus difficiles, ils vont fonctionner si vous avez la bonne personne pour vous raconter. Et ça ne repose que sur ça.
Et un sujet très simple sera très rébarbatif si au contraire vous avez quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Et vous allez zapper tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est cette capacité quand même à raconter une histoire qui fait qu'on va rester. Souvent derrière un vocabulaire complètement hermétique pour quelqu'un qui n'est pas de la spécialité aussi. Ça tout de suite. Je ne sais pas pourquoi la science souffre de ce malentendu. Voilà. J'en suis très triste parce que je trouve que c'est un véritable malentendu. Il y a peut-être une raison, comme ça je dis ça, les gens ne se rendent pas compte que les chercheurs, les grands chercheurs, c'est quand même des moines. Ils sont dans leur labo du matin jusqu'au soir, parfois la nuit, travaillent, et n'ont pas de communication. Ce qui n'est pas bon, parce qu'ils vivent avec eux-mêmes. Et moi j'en vois la différence entre les chercheurs médecins qui sont obligés de parler tout le temps parce qu'ils sont à l'hôpital avec les étudiants, les externes, les internes, etc. Et le chercheur, c'est différent. C'est devenu un langage pour soi et ce qui est très difficile à communiquer avec le reste. Et puis vous avez des chercheurs qui sont devenus des professionnels de la communication et qui ne font plus de recherche. Ça, c'est ça. Parce qu'on ne les voit que dans les médias ou parce qu'ils n'écrivent que des livres. Bon, après, oui, mais c'est un choix et puis ils permettent aussi à des gens d'aimer la science. Donc bon, voilà. Mais c'est un choix. Et après, c'est des gens qui se déconnectent aussi de leur propre recherche parce qu'au fond, ils consacrent leur temps à vulgariser. Tout à l'heure, vous avez abordé le problème, disons, du débordement d'images, du débordement d'informations. Et côté éducation, je pense que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est éduquer le sens critique, savoir analyser une image, savoir décrypter les faits et les faux faits. Oui, mais alors le problème, c'est que l'image apparemment appelle beaucoup plus à notre subconscient et nous fait réagir avec des émotions. Mais le sens critique, oui, je suis complètement d'accord. C'est un des rôles de l'éducation, au-delà d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire en fait à contextualiser, parce que si on veut retenir quelque chose, il faut toujours le mettre dans un contexte, ou le relier par une des demi-milliards de connexions d'un millimètre cube à autre chose. En fait, c'est quand on relie un bout de connaissance à une autre connaissance, à mon avis, enfin c'est mon expérience, qu'on retient mieux. Mais le sens critique, et apprendre à apprendre, bien sûr. Mais les images, on n'a pas souvent un sens critique face à une image. Surtout si elle est faite pour vous provoquer et vous toucher une émotion assez forte. C'est comme un bon film, d'ailleurs. Un bon film, heureusement, vous n'avez plus de sens critique. Vous rentrez dans le film, vous êtes pris par le scénario, et c'est un bon bouquin, c'est comme ça. On vous emmène... Et on vous emmène et vous avez beaucoup moins de sens critique, vous laissez prendre dans le scénario. C'est pas le rôle du débat aussi que dans un débat, il y a forcément des échanges, oui. Et des échanges qui sont éventuellement discordants. Donc du doute, c'est l'intérêt du débat, c'est l'intérêt de votre présence ici d'ailleurs. C'est l'intérêt du débat, et j'ai remarqué aussi là une différence entre le système éducatif français et par exemple en Angleterre, où une des qualités qu'on demande à tout le monde à l'université, c'est de savoir débattre. Et on les forme à ça. Le débat est une qualité reconnue en Angleterre. Et on les forme à ça depuis le plus jeune âge, à bien débattre. Et j'adore les débats qu'on voit quelquefois à la télévision anglaise, parce que c'est punchy, respectueux, on s'écoute, hein, mais on fait passer ses idées avec conviction. Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est un désaccord avec Mathieu Vidard, qui nous a dit au début de son exposé qu'il a eu une chance extraordinaire de travailler à la radio parce que vous aviez le temps de laisser les gens de s'exprimer et le temps de dialoguer réellement avec eux. Et sous-entendu qu'on ne pouvait pas faire la même chose à la télévision. Je ne suis pas du tout d'accord pour une raison très simple. Quand vous discutez avec des gens qui ont l'habitude, professionnellement, parce qu'ils sont dans les grandes sociétés, parce qu'ils sont dans des organisations professionnelles à faire du lobbying, voire dans le monde scientifique. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, quand vous discutez avec eux, et qui font ce métier depuis 6 mois ou 1 an, vous vous apercevez d'une chose, ils disent « maintenant j'ai compris ». À chaque fois, maintenant je n'accepte que des émissions en direct, que ce soit à la télévision ou à la radio. Parce qu'à chaque fois que c'est pas en direct, on a découpé mon truc en rondelles, et j'ai vu un médecin, un professeur de médecine il n'y a pas longtemps me dire, je me suis retrouvé un jour, on avait l'impression que j'avais dit exactement le contraire de ce que j'avais expliqué, parce qu'on m'avait découpé mon truc, et on avait pris que certains extraits en les sortant de leur contexte. Donc les gens
qui s'expriment maintenant vous disent tous, moi j'ai des copains, bon c'est le métier, ils sont dans des fédérations professionnelles, donc à faire de lui, il dit maintenant, moi c'est clair, il dit ou je suis en direct, ou je ne viens pas. Je décline l'invitation, qu'elle émane de la radio ou de la télévision. Oui, mais alors citez-moi une émission justement où les scientifiques ont 40 minutes pour discuter au cours de cette même émission. Enfin, vous n'en trouverez pas, sincèrement. Ça n'existe pas. Les temps de parole sont très courts. Regardez nos candidats à l'élection présidentielle en ce moment. Ils ont 15 minutes pour parler de leur programme. 15 minutes, c'est rien du tout. Et pourtant, en 15 minutes, on a le temps de faire quand même passer des idées. Donc c'est pour ça que je vous dis que 30 minutes, 40 minutes, c'est un luxe quotidien. Pas la mienne, parce qu'elle n'est pas filmée encore, mais la matinale, oui, ça va venir, mais pas encore. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je veux simplement rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, à savoir la communication des chercheurs, la communication des chercheurs sur leurs travaux. Ne pensez-vous pas qu'il y a un effet pervers à lier les subventions, les moyens financiers dont ils peuvent bénéficier entre le nombre de publications qu'ils peuvent produire et les dites subventions, et ceci malheureusement pas que dans les pays anglo-saxons. Excusez-moi, j'ai pas compris, il y a un mot que j'ai pas compris dans ce que vous me disiez. Oui, le lien que personnellement je trouve pervers, mais enfin ma question c'est comment pourrait-on lutter contre cette déviance qui lie les subventions accordées à des chercheurs, à leur laboratoire, je ne parle pas de subventions nécessairement personnelles, par rapport au nombre de publications qu'on peut trouver dans la presse ou sur les différents médias, y compris Internet. Oui. C'est un autre problème, franchement, parce que c'est un énorme problème qui est discuté, on l'a discuté, nous, à l'Institut de France, en long et en large. Il y a d'ailleurs un très bon document qui est sorti. Effectivement, c'est un énorme problème, parce que il y a tellement de publications que c'est très difficile de voir qu'est-ce qui est de découverte véritable, qu'est-ce qui a une véritable intérêt scientifique. C'est pas forcément le journal, le facteur d'impact. C'est un réel problème. Peut-être qu'il y a une solution, c'est qu'actuellement c'est l'open access, c'est-à-dire qu'en réalité tous les chercheurs pourront publier tous leurs articles de manière free. Peut-être que ce sera une manière de faire, et ensuite restera le même problème de savoir distinguer le vrai du faux. Mais enfin, je crois que c'est un problème qui est un petit peu différent de celui de la... Tu veux dire un mot, Alexandra, là-dessus? Oui, non, mais je voulais juste dire... Non, mais c'est pas grave. Merci. Moi, je voulais juste... en vous écoutant, je me suis dit... Peut-être les scientifiques dont je fais partie pour communiquer, c'est parfois difficile parce qu'on a besoin de vous transmettre nos incertitudes, et pas seulement les certitudes. Et je pense que peut-être la phase où parfois je me heurte, c'est de transmettre des choses que je ne sais pas. Absolument. Ou de dire pourquoi je ne sais pas, et pourquoi je ne sais toujours pas, et pourquoi je ne saurai peut-être pas dans 10 ans, et pourquoi, et tout ça. Et on veut finalement, à la télé peut-être, et c'est ça qui fait peut-être la différence, on veut qu'on puisse dire que des certitudes, être sûr de ce qu'on avance, et qu'il faut jurer, il faut presque lever la main, vous dites ça, alors est-ce que c'est ça? Mais non, justement, la science, et je pense que beaucoup aussi en médecine, qu'on ne sera pas, quand on veut communiquer ça avec le patient en disant « mais je ne sais pas, peut-être », ça sera peut-être le cas. Aujourd'hui, en 2017, on pense ça, mais peut-être en 2017, ça sera un peu différent. Je pense que c'est peut-être ça la clé, et peut-être dans votre émission, d'ailleurs, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. Exactement. Merci. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. D'abord, je pense que la télévision, comme la radio d'ailleurs, ont horreur du message ambigu. C'est-à-dire que on pense que l'auditeur doit avoir un message hyper clair, c'est-à-dire une information reçue, et au moins on peut se forger une opinion. Mais alors dès qu'on commence à instiller justement de l'incertitude, ou à dire que on est dans le processus de la recherche, que la recherche justement elle va en tâtonnant, elle va aussi, elle existe par ses erreurs et par son cheminement parfois incertain, là on brouille complètement les pistes, et c'est vrai que c'est irrecevable pour un certain nombre d'auditeurs par exemple. Enfin, moi je sais que j'en discute par exemple même avec ma propre réalisatrice qui est arrivée par exemple, il y a seulement 2 ans dans l'émission, qui découvre un peu ce domaine de la science, et il nous arrive de prendre une publication scientifique
et d'inviter un scientifique pour nous dire exactement le contraire, c'est-à-dire pour s'opposer quasiment à la publication scientifique, ou pour nous démontrer aussi les limites ou les erreurs. Moi je pense que c'est un travail important parce que c'est aussi une façon de montrer ce qu'est vraiment la recherche, ce qu'est vraiment la science. Mais c'est très difficile de communiquer là-dessus parce que le message il n'est pas direct. Et ça je pense que pour un publiciste par exemple, c'est absolument contre-productif, hein. Enfin, j'imagine. Non mais oui. Enfin, nous malheureusement on ne fait pas de la communication, la même communication. Mais je crois que vous avez raison, et en même temps, je crois que... Alors, ce qu'il faut, c'est travailler le message, mais le message du doute, c'est un message quand même on l'entend avec quelques grands scientifiques et grands... qui ont cette humilité, parce que c'est ça aussi dans la communication. Moi, les personnes que j'admire le plus sont les gens qui sont extrêmement intelligents, qui ont plein de connaissances, et qui ont une humilité dans la façon de l'exprimer qui est fantastique. Et il y en a quelques-uns, vous les connaissez, il y en a beaucoup sûrement, mais alors, comment faire passer le doute dans des messages raccourcis, ça on pourra en discuter. Mais c'est aussi une façon d'exercer son esprit critique. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Mais ça peut servir aussi à ça. Il y a aussi des gens qui sont prêts à jouer le jeu et à se dire, ben voilà, on nous propose une facette un peu difficile d'accès, mais au fond, je vais me forger ma propre opinion et c'est intéressant. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci. Je voulais réagir aussi par rapport à la question de monsieur, je crois, sur le sens critique, tout ça. Parce que vous avez fait un peu le rapprochement sens critique, éducation. Mais c'est-à-dire que pour critiquer, pour avoir un sens critique sur une information, par exemple sur le cerveau très précise, il ne suffit pas d'avoir un sens critique, il faut aussi avoir des connaissances dessus. Donc c'est pas possible. Et je vais prendre mon exemple par exemple. Je prends mon exemple. J'ai grandi avec la télé, parce que mes parents avaient la télé, et puis je regardais les documentaires. Ok, très bien. Puis un jour, je me suis formé sur un domaine, et puis quand je voyais les documentaires sur ce domaine-là, je voyais que la moitié des choses, c'était pas possible, quoi. C'était parce que je pouvais critiquer, et je voyais que il y avait des erreurs partout. C'était pas clair, c'était pas juste. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai plus de télé, j'ai plus de médias, tout ça, mais je vais chercher moi-même l'information. Et ça, on n'en a pas trop entendu parler pendant le débat, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'informations qui sortent des médias, mais il y a aussi des gens, parce que je me dis que si je le fais, c'est qu'il y a d'autres gens qui doivent le faire, et si mes amis le font, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont aussi d'autres amis qui le font, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas forcément les médias, mais ils vont chercher l'information. Et je pense que c'est quelque chose il n'y a pas non plus que l'éducation qui est dans la chose, il faut aussi... Non, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, toute la connaissance était disponible sur le web. Enfin, toute la connaissance qui a été publiée, écrite. Donc, à chacun d'aller chercher, ça c'est clair. C'est fantastique. Souvent, je fais un parallèle très rapidement en disant que la révolution du web est beaucoup plus puissante que la révolution de l'électricité, qui avait changé la vie de nos grands-parents. Pourquoi? Parce que l'électricité, c'était le prolongement de la force, c'était du bras. Hein, l'électricité, ça permettait de transmettre la force, alors que le web, ça permet de stocker, de transmettre la connaissance. Et donc, on va vers une révolution, et donc on a accès à tout. Maintenant, le sens critique, c'est peut-être pas enfin, pour moi, le sens critique, c'est pas de critiquer quelque chose qui est en train d'être dit, c'est de poser des questions et de se demander si là, quelqu'un est en train d'essayer de m'influencer ou pas. Le sens critique, c'est ce qu'un journaliste devrait avoir tout le temps, c'est de vérifier, de poser des questions pour croiser des informations, etc. C'est ça le sens critique, c'est pas forcément d'être suffisamment fort dans une matière pour critiquer. Juste un petit mot, je pense qu'il faut que tout le monde garde en tête, c'est pas banal de le dire, que la science ne dit pas la vérité. Elle essaie de s'en rapprocher. Par définition, sans ça, la science n'avancerait pas. La deuxième chose, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel,
c'est la différence entre l'éducation active et passive, ou entre la formation active et passive. Dans la formation active, comme vous le disiez, je vais chercher quelque chose, ça veut dire pourquoi vous allez le chercher? Pourquoi vous allez le chercher? C'est que d'abord, il y a un corpus de connaissances très grand qui vous amène à penser que peut-être il y a une question qui se pose, et deuxièmement, c'est la motivation. Il y a des gens qui ont l'élan vital, il y a des gens qui ne l'ont pas. Pardon. Et puis, je suis d'accord avec vous, je pense que le sens critique, ça se forge d'abord sur les connaissances qu'on peut avoir d'un sujet. Et en science, c'est extrêmement difficile, parce que les auditeurs, le grand public n'est pas expert. On lui fait des propositions sur un certain nombre de sujets, mais par ailleurs, dans des sujets très engageants pour la société, je sais que par exemple le Danemark a cette démarche de formation des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, sur des questions comme les nanotechnologies, par exemple, ou sur les OGM, les Danois organisent des formations très longues de panels de citoyens sur plusieurs mois, pour que les gens soient capables de se faire une opinion des travaux menés dans les laboratoires, d'être capables de les juger, et même de voter ensuite pour ou contre la poursuite des recherches. Et ça, évidemment, en France, on ne le fait pas pour l'instant. Ça avait été envisagé à un moment sur les nanotechnologies, puisqu'il y avait eu justement des conférences citoyennes, mais qui avaient été arrêtées par justement des opposants en nanotechnologie, donc ça avait tourné court. Mais je crois que dans le domaine de la bioéthique, par exemple, ça existe, et c'est absolument indispensable. Donc c'est une façon de se forger une culture, et d'être en capacité ensuite de se forger son opinion, et d'être critique, et donc d'avoir un sens critique. Mais il faut aussi accepter de n'avoir qu'une vue parcellaire des choses, et peut-être la proposition de la tête au carré, par exemple, très clairement, c'est de pouvoir prendre l'écume d'une connaissance. Mais c'est déjà pas mal, au fond. Et après, si on veut se spécialiser, on devient un professionnel d'une connaissance. Voilà. Mais il faut accepter aussi cette connaissance généraliste. Voilà. Il y a plein de questions, Mathieu, pour vous, mademoiselle. Et dans le sens critique, il y a probablement la liberté de pouvoir prendre l'information ou pas. Et en fait, je voudrais juste dédramatiser aussi le fait d'être bombardé d'informations et de ne pas savoir quelle est la bonne ou la mauvaise information. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, ça donne du boulot à des startups qui se créent pour essayer de trier la bonne de la mauvaise. Bon, ok, on peut trouver des choses, très bien. Mais aussi parce que quand on regarde le fonctionnement de la pensée, il suffit de faire un tout petit peu de méditation de pleine conscience, par exemple, pour voir ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point la pensée nous bombarde d'informations qui sont en fait vraies et fausses. Parce qu'on a des biais cognitifs, parce qu'on a des interprétations, des jugements, qui ne sont pas forcément la réalité. Donc en fait, c'est notre fonctionnement déjà cognitif de base. Donc c'est assez fou de faire ce parallèle, enfin ce n'est qu'une analogie, comme dirait Lionel Nakache, mais c'est fascinant de voir qu'en fait c'est le même style de fonctionnement et que c'est pas plus inquiétant que ça parce qu'on le gère tous les jours. Voilà, c'est une petite... On essaye de gérer. On essaye. Ce qui permet de distinguer les gens intelligents des crétins. Pour blaguer. Vous pouvez passer le micro à monsieur. Bonsoir, je viens de pays de fake news. Un avantage est que beaucoup de monde commence à se rendre compte qu'il y a manipulation grâce à ça. Et notamment, ce que je remarque est que le vocabulaire de Daniel Kahneman commence à entrer dans le discours normal. C'est le système 1, système 2. Système 1, c'est le viscéral, la réaction viscérale, et système 2, la réflexion. D'une certaine manière, sur scène, nous avons système 1 et système 2 ce soir. Donc, je me demande, est-ce qu'en France, la même connaissance, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a ce type de manipulation dans les infos faux? Tu veux répondre? Non, mais je crois qu'on a, parce qu'on a tous, enfin beaucoup d'entre nous, été passionnés par ce qui se passait aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs en Angleterre, et sur au moment il y a un an, enfin un peu moins d'un an sur le Brexit, je crois que ça a été une révélation, parce qu'il y avait sans doute déjà de la manipulation. Il y a toujours eu de la manipulation. Même avant les médias et la radio, il y a toujours eu de la manipulation. Mais bon, la puissance n'était pas la même. On pouvait manipuler quelqu'un qui était proche. Aujourd'hui, on peut manipuler des masses, et puis la propagande, tout ça, enfin bon, ça existe depuis très longtemps. Mais je pense qu'on a pris conscience qu'il y avait des formes de manipulation beaucoup plus subtiles
qui sont à l'œuvre. Et Chez Publicis. en France, partout. Non, vous savez, pour revenir au métier que j'ai adopté assez tard, c'est ce qu'on essaye de... Si on fait bien notre métier, ce qu'on essaye de bien faire, en fait, on doit pousser les gens à être aussi transparents et honnêtes. C'est un phénomène qu'on n'a pas abordé, mais aujourd'hui, il est très difficile de cacher une information. Il est très difficile de cacher l'information. Quand vous êtes menacé d'être... Pas menacé, mais enfin... Vous êtes susceptible d'être pris en vidéo à tout moment par quelqu'un, ou en ce moment peut-être, en audio, etc. Et ça devient très difficile. Et donc il y a un phénomène de transparence qui se met en place, bien ou pas bien, mais c'est important. Mais la manipulation, elle a toujours existé, elle est plus subtile, je pense. Il y a effectivement aujourd'hui des gens qui sont en matière politique, en matière sociale, dans tous les domaines. On le sait, dans le domaine scientifique, il y a eu des grosses manipulations aussi. La fraude scientifique, on peut en parler. Enfin, je veux dire, ça c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est un vrai problème à une échelle gigantesque. Enfin, on peut parler de plus grandes revues scientifiques, à peu près. On peut estimer que la moitié, pratiquement, des publications ne sont pas valables ou comportent des erreurs. Enfin voilà. Mais je crois que, avec Donald Trump, on est passé dans une nouvelle ère, qui est celle quand même du fait alternatif. Enfin, je veux dire, ça a été quand même assez sidérant de voir que la conseillère de Donald Trump, au moment où il se défendait d'avoir réuni autant de gens à Washington pour son investiture, et que les journalistes n'étaient pas d'accord avec le chiffre avancé par Donald Trump, avait avancé ce terme de fait alternatif, mais qui vaut pour le changement climatique, pour la théorie de l'évolution, et voilà. Donc c'est quand même assez inquiétant, parce qu'on arrive quand même dans un domaine où on a l'impression que plus aucune connaissance n'est valable. C'est-à-dire que la science, effectivement, on tend vers la vérité, et on sait que la science sait remettre en cause à chaque instant les connaissances, donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, il y a quand même des théories qui ont fait leurs preuves, et qui sont valables. Et la théorie de l'évolution en fait partie quand même. Et qu'on soit capable aujourd'hui, d'un revers de manche, de balayer des décennies de connaissances validées, expérimentées par la science, c'est quand même très très inquiétant. Et aujourd'hui, c'est ce qui est à l'œuvre avec Trump. Pour aller dans ton sens, l'autre jour, j'avais une patiente et j'ai eu le malheur de lui dire, elle me disait quelque chose, je lui disais, je crains que ce ne soit pas vraiment scientifiquement démontré. Elle m'a dit, oh, moi la science, j'y crois pas. Donc c'est difficile de... Bonsoir, j'ai peut-être deux questions pour vous, Olivier. Le premier, c'est, je voulais savoir, à votre avis, c'est quoi le rôle de neurosciences dans le pub, et s'il y a un rôle. Et la deuxième question, ça revient à votre... parler des trois idées. La première, c'était la mémoire, et le fait qu'on a tous toute l'information possible sous les doigts. Et je voulais savoir, à votre avis, si la stratégie de la publicité, ça joue plus à l'émotion ou la mémoire. D'abord, je crois que pour avoir découvert sur le tard ce métier et de communicant je n'ai pas vu encore de laboratoire très évolué chez nous. En fait, nos laboratoires, ce sont des directeurs créatifs qui essayent d'avoir la meilleure idée possible. Je n'ai pas encore vu beaucoup de laboratoires chez nous. Il n'y en a pas, en fait. Alors, on l'étudie peut-être maintenant. On regarde comment les gens regardent la publicité ou réagissent. Mais la science est très, très loin de chez nous. Sur la mémoire, et c'est pas parce que je suis scientifique, c'est parce que je suis passé par bien d'autres biais de journalisme et de communication que je suis arrivé là. Non, en réalité, on cherche, il me semble, de plus en plus, mais ça c'est global, à passer par l'émotion. Faire rire, faire pleurer, émouvoir, enfin ça se voit tous les jours. Vous savez, notre métier, c'est comme le journalisme, il est complètement transparent.
Ce qu'on fait, vous le voyez. Et oui, moi quand j'étais journaliste, voilà, on écrit, on est publié, donc on sait ce que vous écrivez. Et vous savez ce qu'on fait comme publicité. Donc, on voit bien, il faut être... Ce qui m'étonne chez les jeunes, c'est que leur insatisfaction d'étonnement, leur besoin permanent, tout d'un coup, il y a un petit clip qui a des millions de vues, c'est parfait, allez hop, c'est quand le prochain? Et on va être étonné, surpris. Et ça, c'est dans l'air du temps, hein. C'est comme ça. Un petit mot sur les neurosciences. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, il y a des gens qui sont très très compétents dans ce domaine-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les circuits nerveux qui contrôlent la mémoire immédiate qui disparaît en 8 secondes, la mémoire des faits récents, ce que vous avez avalé hier soir, ou la mémoire des faits anciens, rappelez-vous vos fiançailles, par exemple, on connaît très très bien, assez bien ces circuits. La même chose pour les émotions. Donc je pense que nous, on plaide pour cette idée-là, que pour un intérêt sociétal que vous représentez, pour la collectivité, c'est très intéressant pour vous de comprendre bien ce qui se passe dans nos cerveaux, car vous pourriez pouvoir en profiter probablement et affiner, raffiner vos messages. En tout cas, c'est ma conviction. Pardon, il y a Stéphane Rosès qui voulait poser une question. Oui, merci. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais du coup, je rebondis sur ce que j'ai entendu et vous avez traité de la question des fake news et du rapport à la science remis en cause dans la période actuelle. Et je voudrais vous soumettre une intuition. Je travaille sur les représentations individuelles et collectives, l'imaginaire des peuples, et la question que je me pose est la suivante. La science et la vérité des faits, c'est de l'ordre du vrai ou de la traque du vrai. Le problème des individus, à mon avis, n'est pas la traque du vrai ou de la raison telle que on pourrait le penser dans l'imaginaire cartésien français. Le sujet des individus, c'est plutôt l'appropriation du réel. Et je me demande si aujourd'hui, pour expliquer le succès des fake news ou des remises en cause de vérités scientifiques établies, c'est que justement nous vivons une période où les individus, personnellement et collectivement, sont dans une perte d'appropriation du réel. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du monde, les individus n'arrivent plus à rendre compte de ce qui fait leur destin individuel et collectif, parce que pour faire vite, le monde semble être guidé par des mécaniques, la globalisation économique financière, le numérique, qui extrait des représentations individuelles et collectives du bon, du juste et de l'efficacité économique des liaisons. L'efficacité économique semble sortir des gonds des représentations des peuples, d'où les réponses des peuples, qui est la montée du nationalisme, du populisme et du radicalisme religieux, avec du coup le statut du vrai qui devient, ce que vous disiez, absolument secondaire. Le problème, c'est mon appropriation du réel, à partir de ce qu'on peut appeler la réalité, et donc le sujet n'est plus est-ce que le réel tel qu'il se déploie selon des logiques rationnelles vraies, mais quelle est ma place à moi dans le réel? Quelle est ma place? Alors vous me dites que ça, c'est pas vrai. Je m'en fous. C'est moi qui veux pouvoir décider de ma place du réel, et donc le vrai cède la place à la question de ce que moi, je considère comme bon. Et c'est renforcé par le numérique, parce que le modèle économique du numérique et le traitement médiatique, ce n'est plus les médias sélectionnent les faits et événements qui pèsent sur le réel, mais ce qui génère de l'émotion du réel, mesurée par les instances numériques, qui va faire ensuite l'agenda des journalistes eux-mêmes dans leur offre d'information.
Il y a Parce même que c'est pas la définition du populisme que tu fais. Hein? Pardon? Non, mais très rapidement, il y a un phénomène aussi dont on n'a pas eu le temps de parler. Les algorithmes, puisque nous sommes gouvernés sur le web par des algorithmes, il ne faut pas non plus oublier ça, font que lorsque vous ouvrez votre page Facebook, vous ne voyez pas la même page que si moi j'ouvre une page Facebook, je ne vais pas voir la même page que Mathieu et que plein d'autres gens. Pourquoi? Parce que cet algorithme a décidé que vous étiez plutôt enclin, par exemple, à lire des articles sur la nature ou sur, par exemple, dans le domaine politique, il va dire ouais, il a une tendance, celui-là, il a plutôt tendance à lire des articles de gauche, on va lui servir des articles de gauche. Ce qui va renforcer ma connaissance des articles de gauche et qui va m'enfermer. Et donc ces algorithmes sont en train d'enfermer chaque individu dans ce qu'ils ont cru détecter qui était intéressant pour l'individu et de le renforcer dans ses idées en ne lui servant plus que ce qu'il a envie enfin, ce qu'on croit qu'il a envie de voir. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement récent, parce que ces algorithmes s'affinent, hein, en plus. Vous savez, Google, c'est une page très simple, hein, ils n'ont pas changé depuis le début d'ailleurs, c'est une ligne. C'est une ligne. Et derrière, c'est un monstre de technologie, d'algorithmes. À tel point qu'aujourd'hui, vous commencez à taper un mot, il vous propose une phrase. Et donc, il faut bien voir que dans ce monde-là, il y a presque un risque d'isolement de pensée. On va vous mettre dans une case, celui-là il aime ça, et définitivement on va vous servir ce qu'on pense que vous aimez. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je trouve que Trump est absolument fascinant. Enfin, je pense que pour un chercheur, le personnage de Trump est absolument fascinant. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans cette ère aussi de l'impulsivité, de la réactivité à une information très rapide, le temps de la réflexion n'a plus sa place, hein, effectivement, et on est capable de se forger une opinion simplement sur un fait, sur une image, sur une émotion. Et le danger est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière nos claviers, chacun se considère comme le scientifique ou le journaliste, commentant les faits avec son opinion, étant capable de fédérer autour de lui en plus une communauté importante, donnant l'illusion d'avoir une pensée, une réflexion. Et je pense qu'avec Trump, on va rapidement voir les limites aussi peut-être de cette impulsivité face à des décisions qui pourront engager évidemment le monde entier. On le voit déjà avec cette faculté qu'il a de pouvoir changer d'avis en fonction de la destination du vent, et que face à la Chine ou à la Russie ou à la Corée du Nord, enfin bon, je pense qu'on va certainement être confronté à des situations nouvelles qui sont liées, moi je pense directement à cette nouvelle culture et ce qu'il incarne aussi très bien. Ce que je crois aussi, c'est que on est dans un monde d'incertitude complet. Il y avait des certitudes, autrefois, elles étaient bonnes ou pas bonnes, mais il y avait un certain nombre de certitudes. On est rentré dans une ère d'incertitude, certains appellent ça le VUCA World, c'est un acronyme, et où tout est questionnable, tout est... Dans le domaine scientifique, je ne suis pas un spécialiste, mais essayer de savoir aujourd'hui, moi j'ai toujours cru qu'effectivement l'activité de l'homme avait eu une influence très, très importante sur le climat, hein, le fameux climate change, et le réchauffement climatique. Mais maintenant, il y a des tas de gens qui ont l'air scientifiques et qui affirment le contraire. On est dans un monde d'incertitude. Je n'ai pas changé d'avis, mais on est quand même dans un monde d'incertitude globale qui fait qu'il ne faut pas l'oublier. Les médias et les gens de communication ne sont plus du tout, n'ont plus réellement d'autorité. Les hommes politiques non plus. N'est-il pas dans une situation où normalement il devrait prendre des responsabilités supplémentaires et en pratique il ne le fait pas? Un autre point, et quand on parle avec des journalistes, ils disent « moi je donne de l'information, je ne suis pas chargé d'enseigner ». Donc comment gérer cette situation? Quand on est un journaliste scientifique, on est peut-être moins dans la difficulté qu'un journaliste économique ou un journaliste politique. Mais comment voyez-vous cette question? Alors c'est vrai que moi, d'abord ma position est particulière parce que je ne suis pas journaliste, enfin c'est pas pour évacuer la question, hein, mais je suis animateur, donc je ne suis pas confronté à une rédaction tous les jours.
Donc j'ai cette chance de choisir les sujets qui m'inspirent et de pouvoir les traiter sans aucune pression de la part de ma direction, parce que vraiment on a une liberté totale dans le choix des sujets, dans un domaine qui est purement basé sur la connaissance. Donc c'est vrai que je suis vraiment dans un domaine très particulier où mon choix est subjectif et presque un peu arbitraire, mais au fond on se laisse guider par notre curiosité, par ce qu'on ressent aussi de l'époque et des sujets qu'on veut traiter. Mais après, oui, les journalistes ont certainement une obligation, en tout cas, de pédagogie, d'explication, face à tous les exemples, justement, qu'on a cités, de faits alternatifs, de vérités. Et malheureusement, c'est vrai que on peut rapidement, dans les médias, se laisser embarquer face aux informations qui viennent d'ailleurs parfois d'Internet et qui font le buzz. C'est-à-dire qu'il y a ce mot insupportable qui est le buzz. Et qu'on se rend compte quand même que dans la hiérarchie des informations aujourd'hui, bien souvent, ce sont ces informations ou les petites phrases qui sont le plus commentées. Donc c'est un problème, et je pense que c'est une critique que les journalistes, à laquelle les journalistes réfléchissent eux-mêmes quand même. Alors, j'ai été journaliste économique, j'ai dirigé les Échos en France il y a un certain temps, j'ai dirigé un journal anglais aussi. On croit dans l'économie qu'on doit se raccrocher à des faits, il y a des chiffres, il y a des marchés, des trucs, mais c'est très difficile, même quand on fait son travail consciencieusement, ça prend du temps de trouver, si on n'est pas en train de se faire influencer, manipuler, etc., par ces grandes entreprises. Ce qui a complètement changé, c'est le temps. On n'a plus le temps. Autrefois, quand on avait un scoop, on le gardait pour le journal du lendemain. Ben aujourd'hui, vous ne pouvez pas, il faut le mettre tout de suite sur le web, de peur que ce scoop ne soit plus un scoop dans une minute. Donc, on est passé à un rythme. On avait 24 heures, on était dans un rythme de 24 heures dans un quotidien. On avait un rythme, on avait la conférence de rédaction à 9h30, on en avait une autre l'après-midi, puis on remettait nos papiers vers 7h, 8h du soir, ça dépendait. On n'a plus le temps. Enfin, je ne suis plus journaliste, mais ils n'ont plus le temps. Non seulement ils n'ont plus le temps, mais ils n'ont plus l'argent. Olivier, est-ce que vous aurez le temps de venir prendre un verre au cocktail Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous propose qu'on applaudisse nos deux orateurs remarquables.